Voilà, bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour ce quatrième live du Forum 104 en ce temps de confinement. Merci à vous qui nous rejoignez sur Zoom et également sur la page Facebook du Forum 104. Alors, le thème de ce soir, la pandémie, tant d'épreuves, tant de choix, comment changer nos façons d'être et nos manières de vivre. Alors, il pourrait y avoir une certaine indécence à parler de changement alors que nous sommes au cœur d'une crise sanitaire, une crise économique et sociale dont nous ne connaissons ni la durée ni le terme. Pourtant, le pape François, le 27 mars dernier, nous invitait à nous saisir de ce temps d'épreuve comme un temps de choix. Le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas, le temps de réorienter la route de la vie vers les autres. Voilà. Alors avec cette épidémie, pour autant, n'avons-nous déjà pas basculé dans le monde d'après, fruit de nos choix passés, qui s'est imposé aujourd'hui à nous d'une certaine manière? Changer est-il encore une option alors que se pose la question de la survie physique et morale? Peut-on changer? Est-il encore temps de changer nos façons d'être et nos manières de vivre? Un choc de conscience dans ce temps de pandémie, de confinement, est-il possible? Et si ce temps d'épreuve était finalement un vrai temps de choix individuel et collectif? Alors, pour nous aider à réfléchir ce soir, je suis content d'accueillir Elena Lassida, qui est économiste, et Bertrand Vergely, philosophe. Je vais vous présenter en quelques mots avant de démarrer notre conversation à trois. Alors, Elena, vous êtes directeur du master économie solidaire et logique de marché à l'Institut catholique de Paris, et vous êtes également membre du comité scientifique de la chaire du bien commun. Vous êtes chargé de mission écologie et société à la Conférence des évêques de France, et vous venez de faire paraître récemment chez Bayard, au mois de février, parler de la création après Laudato Si, où vous cherchez à parler de l'écologie en termes de conversion, et donc de voir comment cette considération peut viser une transformation de nos modes de vie et nous aider à créer un nouveau rapport au monde et aux autres. Bonjour Léna, bienvenue. Bonjour Frédéric. Bertrand, bonjour. Vous Bonjour. êtes un essayiste français, vous êtes normalien, agrégé de philosophie, vous êtes professeur en Cagne et vous vous définissez comme un artisan philosophe et vous vous intéressez également à la théologie. Vous venez de publier chez Albin Michel « Notre vie a un sens ». Voilà, où au-delà de la consommation matérielle et de la course à la survie, vous pointez le désir de croissance morale et spirituelle et la soif d'exister pleinement chez chacun. Voilà, et face à des religions qui se révèlent souvent comme trop dogmatiques et sclérosées, c'est donc à nous-mêmes de résoudre intérieurement cette question cruciale en trouvant une direction à notre existence. Bienvenue Bertrand avec nous ce soir donc pour nous aider à réfléchir à ce thème, la pandémie, tant d'épreuves et tant de choix. La première question que j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre, c'est comment vous vivez ce confinement? Quelle est votre propre expérience du confinement? Qu'est-ce qui vous traverse pendant ce temps de confinement? Les sentiments, les émotions, les réflexions. Elena, peut-être vous permettre de commencer? Oui, volontiers. Alors, je dirais que personnellement, moi, je me trouve dans une situation assez privilégiée. D'une part, parce que voilà, je suis heureusement pendant ce temps-ci dans un petit village en Bourgogne, au milieu de la campagne. Donc, voilà, et par rapport à plein de gens qui sont confinés dans des petits espaces, des petits appartements avec des petits enfants, voilà, je me sens privilégiée. Privilégiée aussi parce que j'ai un travail que je peux continuer à faire en télétravail à distance. Je suis enseignant-chercheur et donc autant le travail d'enseignement, même si ça a demandé beaucoup d'efforts d'adaptation, que le travail de recherche sont des travaux qu'on peut faire à distance. Et par rapport à toutes les personnes qu'aujourd'hui, voilà, sont soit en chômage technique, soit parce qu'ils ont dû interrompre leur activité, je me sens aussi à ce titre privilégiée. Donc ça, c'est à titre complètement personnel.
pour dire que voilà, je suis un petit peu cette expérience collective et universelle, mais je reconnais que voilà, je peux le vivre d'une manière privilégiée par rapport à plein d'autres personnes. Alors, Elena, vous avez bien réfléchi avant d'accepter mon invitation. Vous vous êtes posé la question de savoir si c'était opportun de prendre la parole ce soir. Peut-être un mot là-dessus, peut-être d'emblée. Oui, alors voilà, en effet, quand vous m'aviez invité, ma première réaction avait été de dire non parce que je sens voilà, on est un petit peu, je dirais même envahi par beaucoup de réflexions, des paroles sur la crise, autant pour expliquer à la recherche des coupables, autant pour essayer de dire comment on peut s'en sortir et qu'est-ce qu'il faut faire après qu'on sera sorti. Et je pense qu'une crise comme celle que nous vivons invite avant tout à faire silence. Voilà, et à savoir faire silence à l'intérieur de soi-même et autour de soi. Et je pense que peut-être on est trop vite dans la recherche des causes et des conséquences de cette crise. Donc, voilà, ça, c'était un peu ma réaction. Frédéric, vous m'aviez dit, mais voilà, on peut aussi dire ça et c'est important peut-être de l'écouter. Donc, du coup, j'ai accepté. Mais je dirais, moi, cette crise, en fait, me révèle d'une certaine manière ou me fait vivre un petit peu quelque chose que je trouve c'est intéressant de mettre en écho avec la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les chrétiens, on célèbre Pâques, donc la résurrection du Christ. Et en fait, c'est le lien entre la vie et la mort. Et je pense que très souvent, la vie, on l'oppose à la mort. On la pense comme soit complètement séparée, soit en opposition radicale. Et je pense qu'on ne peut pas penser la vie sans la mort. Et que peut-être la crise d'aujourd'hui nous révèle ça de manière encore beaucoup plus forte, à quel point sont complètement reliées, interdépendantes, la vie et la mort. Et ce que je trouve, c'est que voilà, on vit, je me sens au cœur de plein des paradoxes. Cette paradoxe entre d'une part faire silence et d'autre part quand même se préparer, parce que la crainte qu'une fois que le confinement soit fini, on parte à nouveau en pleine accélération. Donc, il faut penser qu'est-ce qui va se passer après, mais en même temps, il faut faire silence. Donc, c'est ce paradoxe entre silence et parole. Le paradoxe, je dirais aussi, entre égalité et inégalité. En fait, le virus aujourd'hui nous touche tous, qu'on soit riche, pauvre, diplômé ou non qualifié. En fait, il n'y a pas de distinction sociale pour être touché par le virus. Donc là, il y a comme une certaine égalité par rapport au risque de tomber malade. Et en même temps, aujourd'hui, on voit bien aussi que cette crise génère des nouvelles pauvretés, des nouvelles inégalités. Entre moi qui suis en campagne et qui peut continuer mon travail à distance et ceux qui justement ne le peuvent pas, en fait, il y a des nouvelles inégalités qui apparaissent. Donc, c'est ce paradoxe entre égalité et inégalité. Et Merci puis, Léa. Je vais peut-être du coup donner la parole à ouais. Bertrand, parce que lui, d'un autre côté, Bertrand a été assez enthousiaste quand je lui ai proposé cette invitation, et je crois que vous trouvez cette période passionnante, même si effectivement elle nous invite à aussi beaucoup d'humilité. Alors, le mot passionnant est un petit peu élevé. Vous me demandez comment je vis cette période. Si je prends les choses d'un point de vue matériel, bien évidemment, je suis comme Elena, je suis à Orléans dans une maison spacieuse, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je vis à titre personnel cette période comme une véritable surprise parce que je devais partir à Moscou, au Québec, j'avais toutes sortes de conférences, tout a été annulé et je me retrouve seul avec moi-même, avec un temps que je n'espérais pas, afin d'entreprendre un livre sur une question qui m'est apparue comme essentielle, et c'est ce que j'appelle la haute connaissance. Et nous verrons qu'à un moment, par une espèce de curieuse synchronicité, le sujet qui m'intéresse actuellement, je crois, est lié à la question qui nous occupe. Donc ça, c'est à titre personnel. Je ne m'attendais pas à vivre ça.
et ça m'a permis une très profonde méditation qui m'a permis de me remettre mes idées en place, c'est-à-dire, comme beaucoup de personnes, je me suis retrouvé face à moi-même et j'en ai eu un usage heureux. Parce qu'il y a des gens qui vivent dramatiquement, tout dépend des conditions matérielles et familiales dans lesquelles on vit. En ce qui me concerne, c'est éprouvant, mais bien évidemment, ça n'a pas la difficulté que d'autres personnes rencontrent. Par ailleurs, vous me posez la question, pour aller en écho avec ce que dit Elena. Elena dit la période qui nous arrive invite à faire silence, et bien évidemment, j'ai une période de silence quand j'apprends les drames qui se passent autour de nous. Nous avons tous autour de nous des gens qui sont malades et d'autres qui sont morts. Et donc, autour de moi, j'ai appris la mort d'un certain nombre de personnes. Mais la réponse qui me vient par rapport à ce qui existe, je la formulerai en une phrase. À situation extraordinaire, il ne peut y avoir qu'une réponse extraordinaire. Or, je n'entends aujourd'hui dans ce qui se dit que des réponses ordinaires, c'est-à-dire on me parle écologie, on me parle médecine, on me parle politique, on me parle concret, on dit des choses qui sont pertinentes, pleines de bon sens, parfois on dérape un petit peu dans la passion, mais je n'ai entendu personne dire « Est-ce que vous vous rendez compte que pour aborder ce qui se passe, il faut avoir conscience que ce qui est en train de se jouer est extraordinaire et demande pour le comprendre une pensée extraordinaire ». Or, quand je m'intéresse à la haute connaissance, je dis « Nous pensons toujours en termes matériels et humains et nous ne faisons jamais intervenir dans nos modes de pensée la pensée divine, pour arriver dans ce que je pourrais appeler une divine matérialité et une divine humanité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Christ, le divino-humain. Et ce qui m'intéresse justement, c'est que je crois que cette crise nous invite justement à élargir notre mode de pensée, ce que nous avons déjà commencé à faire en revenant vers nous. Simplement, et je terminerai par là, le fondement de l'Europe se trouve dans la formule « connais-toi toi-même ». Mais connais-toi toi-même, c'est quelque part faire ce que E.T. faisait, retourner dans sa maison afin d'habiter, si vous voulez, soi-même et le monde. Et je pense que nous avons été quelque part mis en demeure de retourner dans notre maison pour, à mon avis, vivre quelque chose qui, si nous le vivons bien, va être le début d'une rénovation probablement étonnante. Alors Elena, vous qui avez beaucoup travaillé justement sur Laudato Si, Laudato Si qui invite à nos changements justement de mode de vie, est-ce que vous pensez que par rapport à la situation extraordinaire que nous sommes en train de vivre, est-ce que vous pensez que Laudato Si est un moyen de rénover notre propre pensée pour pouvoir penser autrement ce que nous sommes en train de vivre? Alors, en effet, l'appel de Laudato Si est un appel, comme dit le pape, à un changement de paradigme. Donc, quand il utilise ce terme de changement de paradigme, justement, ça rejoint un petit peu le désir, en tout cas, exprimé par beaucoup de gens, et Bertrand vient de le faire, une réponse extraordinaire, c'est-à-dire quelque chose de non connu jusqu'à présent, et que ce soit un changement vraiment radical dans nos modes de vie, autant individuels que collectifs. Et ça, c'est l'invitation forte de Laudato Si. Moi, ce que je vois aujourd'hui, un petit peu en écho, en résonance, Laudato Si avec ce que nous vivons, on a beaucoup parlé du lien avec la crise écologique. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui me semble intéressant à mettre en écho entre la crise actuelle et Laudato Si, c'est que dans Laudato Si, quand le pape, la notion qui va être au cœur de Laudato Si est celle d'écologie intégrale. Et dans la notion d'écologie intégrale, le pape dit il s'agit, alors c'est une notion très complexe, voilà, c'est difficile de résumer en quelques mots, mais il dit en fait, ça renvoie à revaloriser, à mettre au centre de la vie la dimension relationnelle. Et il dit l'écologie intégrale suppose de mettre en articulation 4 relations
qui sont des relations qui identifient toute vie humaine. C'est la relation à soi, la relation aux autres, la relation à la nature et la relation à Dieu. Et ce que le pape dit, c'est qu'en fait, on a développé des modes de vie qui nous ont conduits à séparer ces 4 types de relations, c'est-à-dire, et même parfois à les opposer. Souvent, on va opposer l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Et on va même dire, quand on fait quelque chose pour les autres, c'est parce qu'on se sacrifie soi-même. On va opposer le collectif, le social avec la nature. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Et voilà, à un moment, au début, il semblait que défendre lutter contre le réchauffement climatique, c'était aller contre la justice sociale. Et parfois même, l'individuel ou le social, ou même la défense de la nature, on va la séparer complètement de ce qui est la dimension spirituelle, qu'on la voit plus dans la sphère privée et non pas collective. Et donc, ce que le pape nous dit, c'est l'écologie intégrale, c'est réapprendre à voir l'interdépendance entre ces 4 niveaux des relations et à les vivre de manière conjointe. Et je pense que la crise actuelle, d'une certaine manière, nous donne à voir des articulations nouvelles entre ces 4 relations. Le pape, quand il va parler, il va inviter à la conversion écologique. Le premier élément de cette conversion écologique, c'est de rentrer en communion avec tous les êtres de la Terre. Et il va mettre ce terme de communion au centre un petit peu de cette conversion écologique à laquelle il nous appelle. Et je trouve que communion, voilà, ça veut dire faire du commun, mais d'une manière particulière. Et que quelque part, ce que je vois aujourd'hui à travers la crise, c'est justement quelques expressions du commun qu'on avait perdu. Vous voyez des choses parfois tout à fait petites et banales, mais comme les applaudissements le soir adressés au personnel soignant. On a une manière de vivre du commun là, qui justement, je pense, on ne l'avait plus dans nos sociétés, où quand on se met avec d'autres, quand on fait du commun et du collectif, c'est pour pouvoir, en général, défendre plus fortement ses acquis, ses intérêts. Et donc, là, on voit une forme du commun, je pense, entre individuels et les autres, nouvelle. Je pense aussi, et on l'a souvent dit, le fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins à l'extérieur. Dans les pays du Nord, on a la chance que cette crise arrive avec le printemps et donc une possibilité beaucoup plus grande de pouvoir contempler une nature qui est en train d'exploser là avec le printemps et que parfois, dans les rythmes des vies habituelles, on n'a pas l'occasion de le faire. Et donc, voilà. Et puis, je pense aussi quelque chose au niveau en lien avec le rapport à Dieu, à la dimension spirituelle. Je trouve aussi que peut-être cette crise va révéler des nouvelles manières de vivre en communauté chrétienne et de faire communauté chrétienne et de célébrer ensemble notre foi parce que justement, ça coïncide aussi avec cette semaine sainte qui est une semaine très importante pour les chrétiens. Et du coup, on n'a pas pu vivre ça en communauté comme on le fait habituellement. Et je vois qu'il y a plein de communautés qui ont inventé des nouvelles manières de faire, qui sont à la recherche des nouvelles manières de faire communion. Et qui, voilà, peut-être, ça va aussi permettre de révéler des nouvelles manières de faire Église. Donc voilà, c'est en lien avec cette idée de commun, d'une nouvelle manière de faire du commun. Je pense que ça, c'est au cœur de l'écologie intégrale et que peut-être la crise est en train de nous donner à voir des pistes pour penser ce commun autrement que comme on le vit dans nos sociétés actuellement. Alors Bertrand, donc c'était vous qui pointiez cette question de la nécessité d'avoir une pensée nouvelle pour pouvoir traverser cette période extraordinaire. Est-ce que vous reprenez ce mot de conversion? Est-ce que vous trouvez que ce mot de conversion qui était utilisé par Elena vous semble juste aujourd'hui? Alors, ce mot me semble juste, mais il y en a un autre qu'il va falloir absolument
introduire à l'intérieur de notre pensée, c'est qu'il faut qu'on se réveille et qu'on aille bien plus loin qu'on ne le pense, et de tout ce qu'on entend dire au niveau de l'économique, du politique, de l'écologique, qui est bien, mais la seule chose qui peut nous réveiller, c'est comprendre que par rapport à la destinée de l'humanité, nous sommes loin du compte. Et ça fait des années, des dizaines d'années qu'on meurt, je veux dire qu'on dort. Il y a quand même quelque chose qui m'intéresse, il y a deux mots qui m'intéressent. Le mot qui m'intéresse, c'est le mot immunité et le mot maison. Il y a 40 ans de cela, nous avons eu un problème, un immense avertissement avec le sida qui posait la question de l'immunité en disant attention à la manière dont vous pensez la sexualité, vous vous mettez en danger et vous mettez en danger les autres, protégez-vous. Arrêtez d'aller dans un vagabondage tous azimuts parce que vous vous découvrez et vous vous mettez à découvert. Et donc, on a commencé à apprendre à se protéger. Je m'aperçois que pour une deuxième fois, il y a un message qui nous est lancé, protégez-vous. Alors là, ce n'est pas la sexualité qui est en jeu, on ne connaît pas encore les causes précises du coronavirus, mais on sait une chose, c'est qu'il faut qu'on rentre chez soi. Voilà. Donc ça me paraît très important. Et rentrer chez soi veut dire arriver dans l'éthique fondamentale. Je remarque une chose, et je suis entièrement d'accord avec Elena, dans nos modes de pensée, il y a deux modes de pensée en jeu. Il y a un mode de pensée créateur et il y a un mode de pensée qui ne l'est absolument pas. J'ai beaucoup apprécié son discours au début où elle disait « Attention, à propos de tout ce qui se passe, nous avons tendance à entendre des propos punitifs et des propos qui nous disent ce qu'il aurait fallu faire et ce qu'on n'a pas dû et ce qu'on n'a pas fait. » C'est-à-dire, on est à l'extérieur, on ne vit pas les choses et on dit ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Ça, c'est ce que j'appellerais le côté moralisateur et il faut dire réactionnaire de pensée, sachant que ce côté réactionnaire est partagé à tous les niveaux du plan politique et idéologique. Et puis, deuxièmement, vous avez des gens qui ne sont pas en face du monde, ils sont le monde. Ils ne sont pas en face de l'humanité, ils sont l'humanité, ils sont la vie. Et là, on est dans l'éthique fondamentale. Et l'essence d'une pensée créatrice et d'un nouveau paradigme consiste effectivement dans le fait d'être et d'habiter les choses. C'est-à-dire, habiter les choses, c'est être. Et là, on dégage un potentiel de richesse dont on n'a pas imagination. Donc, si on demande de travailler sur des nouveaux paradigmes, le nouveau paradigme de Lao-tse, c'est quoi? C'est le paradigme chrétien par excellence qui est la plénitude, laquelle consiste à respecter tous les niveaux de réalité. Je rajouterai dans ce paradigme l'éthique fondamentale qui consiste à être les choses. Le Christ n'a pas parlé de l'amour, il a été l'amour, il a été la vie. Et je pense que si on apprend à penser ainsi, c'est extraordinairement créateur. Là, on comprend ce que veut dire vivre en communion avec la nature, avec les autres, avec Dieu, avec tous les plans de l'existence. Elena, comment vous raisonnez à ce que vient de dire Bertrand? Oui, alors je trouve que là, Bertrand a utilisé justement au début les deux mots qu'il utilisait, maison et immunité. En fait, maison, justement, c'est un des mots clés de Laudato Si, puisque le pape va beaucoup parler de la maison commune. Comment est-ce qu'aujourd'hui le grand défi, c'est à faire cette maison commune. Mais il va dire justement, la maison commune, c'est pas qu'il faut construire, fabriquer, bâtir une maison nouvelle, c'est qu'il faut habiter autrement cette maison. Et donc ça résonne très fortement avec le mot habiter, c'est aussi un mot qu'a utilisé Bertrand, et je trouve que cet accent que Bertrand met sur être les choses, je pense que pour moi ça va justement avec cette idée d'habiter.
et cette idée de présence, c'est-à-dire comment on est présent les uns aux autres. Je pense qu'on est parfois trop à évaluer, à nous évaluer et à évaluer ce que nous sommes en fonction de ce que nous faisons et de l'efficacité de nos actions. Et que là, il y a une invitation à dire, il y a quelque chose d'essentiel qui touche le sens, qui touche la signification, et qui ne peut pas se dire et s'évaluer uniquement en termes d'utilité. Et donc, comment on sort d'une approche instrumentale, même les choses, nos actions solidaires ou charitables, on les pense souvent de manière utilitaire instrumentale. Et donc, comment est-ce que justement on change complètement de disque dur, je dirais. Il ne s'agit pas Alors, évidemment, il faut faire, mais de penser cette idée d'être, d'habiter, de présence. Je trouve que oui, là, il y a quelque chose. Et là où je ressens aussi fortement, c'est avec cette idée de pensée créatrice, parce que justement, je pense souvent, et je pense que ça fait écho à des choses que dit le pape dans Laudato Si, à ce que dit Hannah Arendt quand il fait la différence entre création et fabrication. Et dit fabriquer, c'est un peu comme l'ingénieur, on a un plan et on le met à exécution. Et je trouve qu'aujourd'hui, on fait beaucoup ça. On est en train de faire plein des plans de ce qu'il faut faire quand la crise sera finie. Et qu'on laisse peu de place et d'espace pour justement la création. Et quand Hannah Arendt parle de création, elle dit c'est cet espace vide qui permet de faire jaillir, de faire émerger quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas planifié et qui peut émerger justement parce qu'on a osé faire cet espace vide. Donc voilà, moi je pense que maison commune, habiter et création, dans le sens d'Hannah Arendt, voilà, ça fait, en tout cas c'est comme ça que j'entends les propos de Bertrand. Alors finalement, vous nous invitez à avoir un autre type de rapport au monde et aux autres. Alors moi, une question qui me vient, qu'est-ce qui fait que ça pourrait être différent aujourd'hui? Bertrand remontait 40 ans en arrière. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une bascule au niveau de la pensée, justement, pourrait-elle se faire, Bertrand? Alors, il faut bien apercevoir que le monde de demain est déjà là. C'est-à-dire que notre mental est en retard par rapport à ce qui est. Je remarque une chose, c'est que la pratique est en général toujours beaucoup plus intelligente que les images mentales et que notre problème, c'est d'avoir des images mentales à la hauteur de ce qui se passe. Je voudrais revenir sur deux choses. Un élément qui n'a pas été assez mis en place et puis ce que vient de dire Elena. Premier point, il faut apercevoir que le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est un problème qu'il faut prendre comme une métaphore et qui existe depuis longtemps. Quel est notre problème? Nous voyons un monde qui a la fièvre et cette fièvre frappe les plus fragiles, des gens qui ont des problèmes d'obésité ou de diabète ou cardiaque et qui à un moment meurent en étouffant. Quelque part, il y a quand même, ça fait très longtemps, notre monde en général est fragile, il y a des problèmes d'obésité, des problèmes de diabète, des problèmes cardiaques, et qu'à un moment, il y a des gens qui meurent en étouffant. Et donc, le message est lancé depuis très longtemps. Deuxièmement, quelle est la manière de répondre à ce message? C'est d'avoir une pratique de la pensée créatrice, et ce que vient de dire Elena est absolument essentiel quand elle cite Hannah Arendt. Qu'est-ce que nous dit la pensée chinoise? La pensée chinoise n'étant pas simplement la Chine où est né le coronavirus, la Chine est d'une grande sagesse et explique depuis très longtemps ce que l'on retrouve au cœur de toutes les mystiques, à savoir qu'il faut absolument introduire le vide à l'intérieur de nos pensées quand nous pensons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le vide? Le vide, ça veut dire avant de parler, je m'arrête, je respire et je me laisse inspirer par. Et à partir du moment où je suis dans l'écoute intérieure et l'inspiration, je dis des choses qui sortent de la banalité et qui sortent des deux poisons qu'il y a à l'intérieur de la pensée. Le premier,
c'est la culpabilisation, la vengeance, le désir de régler des comptes. Et puis le deuxièmement, c'est être à l'extérieur, avoir des plans et vouloir les appliquer à la réalité. Qu'est-ce qui nous aide? C'est de dire, nous sommes totalement ignorants par rapport à ce qui existe, mais si en rentrant à l'intérieur de mon être profond, de ma maison intime, je me laisse inspirer par, là, je vois une chose, il faut appeler les choses par leur nom, c'est l'action divine, l'action créatrice incroyable qui nous donne des idées, des intuitions, nous fait apercevoir, nous fait percevoir des tas de choses. Et donc, Helena, quand elle cite Hannah Arendt, est parfaitement au cœur du problème. Hannah Arendt avait dit « Attention, nous sommes dans un monde de domination et en particulier de domination mentale qui nous fait étouffer et il faut que ce monde respire et retrouve cette espèce de pensée inspirante. » Et là, la question de Dieu et de la foi est essentielle. Quand on se tourne vers la vie divine, nous entendons le message suivant, le ciel ne demande qu'à nous aider, mais il faut absolument qu'on ouvre la porte. Et ouvrir la porte, c'est une expérience de silence, de vide intérieur, qui nous permet d'être habités et qui va nous faire apercevoir des tas de choses. J'en perçois beaucoup de choses. L'élément extraordinaire de notre monde a été la créativité humoristique qu'il y a eu. Tous les jours, je crois que nous avons eu l'occasion de lire des choses extraordinairement drôles. Sartre disait « l'humour, c'est la politesse du désespoir ». Eh bien, je trouve qu'il y a eu ici une grande éducation dans notre monde et l'humour de notre monde montre que cette créativité est là. Voilà. Alors, elle est la même question. Est-ce que, du coup, qu'est-ce qui fait que ça serait différent aujourd'hui? Est-ce que cette bascule au niveau de la pensée, elle est envisageable, elle est vraiment envisageable? Alors, je pense que c'est très dangereux de répondre à cette question parce que, voilà, je ne voudrais pas faire le contraire de ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire, je reprends là une expression au début de Bertrand, il parlait des images mentales. Moi, je pense que ce qui peut vraiment faire naître de l'extraordinaire, c'est justement se donner le temps et l'espace pour changer notre imaginaire. Je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas, voilà, on a des têtes qui sont très remplies, des représentations, des manières de faire. Nous vivons une civilisation, une époque où c'est impressionnant les ressources dont nous disposons et même il y a tellement de choses au-delà de ce que nous connaissons que voilà, nous pensons que tout est là et qu'il s'agit de voir comment on les combine d'une manière juste et efficace. Et en fait, je pense que justement, ce qu'il faut, c'est voilà, faire du vide et laisser qu'un imaginaire différent de ce qui peut être. Je pense que ce qui est absolument impressionnant dans la crise que nous vivons, c'est que justement, on est presque dans un film de science-fiction, on l'a dit. En fait, on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait arriver au niveau de la planète tout entière. Et voilà, cette situation absolument inattendue, pour moi, c'est la situation idéale pour libérer l'imaginaire. Je pense que voilà, il faut se donner, il faut lâcher prise de de tout ce que nous croyons savoir. Et donc, avant de donner des solutions, et commencer par se détacher, accepter de se détacher. Et c'est là où, à mon avis, il peut émerger du radicalement nouveau. Mais je pense que ce travail au niveau de l'imaginaire, alors, c'est quelque chose qu'on disait déjà beaucoup avec la crise écologique. Et souvent, la réaction que j'entends souvent quand je dis ça, c'est oui, mais il y a urgence. Il y a urgence parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation telle qu'il faut réagir vite. Et voilà, mais je pense que la pire des choses qu'on peut faire, c'est vrai qu'il y a urgence, mais il y a urgence à libérer l'imaginaire. Il y a urgence à imaginer la vie en commun d'une manière radicalement différente à l'actuelle. Sinon, on va reproduire ce qu'on connaît déjà. Alors Bertrand, quel conseil vous donneriez
à ceux qui nous écoutent, justement, pour libérer cet imaginaire, pour changer nos représentations mentales, pour faire le vide, pour nous réveiller? Quel conseil vous auriez envie de donner? Alors, je pense que lorsqu'on parle, et je suis tout à fait d'accord avec Elena, de l'imaginaire, il faut absolument approfondir ce que l'on entend par imaginaire. C'est-à-dire, l'imaginaire à l'intérieur de nous, c'est notre trésor intérieur. Elena a raison, on entend beaucoup de gens dire « c'est pas le moment de parler vie intérieure et spirituelle, il y a plus urgent ». Et je me suis permis de répondre à quelqu'un qui m'écrivait que j'avais tort de parler d'intériorité. Je lui dis « c'est dans les moments de grandes difficultés qu'il faut avoir le maximum de vie intérieure et d'écouter les trésors qui sont en nous pour garder la tête froide et justement pour arriver à vivre le confinement. Et donc, on n'imagine pas à quel point l'homme est riche à l'intérieur de lui-même. Deuxièmement, je me permets de dire la chose suivante. J'ai écrit en 2018 un livre qui s'appelle « La destruction du réel ». Et à la fin, je disais, attention, il y a 3 choses qui sont en train de disparaître, la vérité, l'origine et l'homme. Et je disais, actuellement, tous les scénarios que l'on a pour essayer de penser sont tous obsolètes. Et j'avais terminé cet ouvrage en disant, il va venir un élément auquel personne n'a songé et qui va nous obliger à revoir totalement nos modes de pensée. 2 ans plus tard, ce que j'avais pensé s'est réalisé. C'est-à-dire, ce que nous vivons était mathématique. Nous étouffons tellement à l'intérieur de nos modes de pensée qu'il est urgent de pouvoir redécouvrir notre trésor. Or, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'ont pas confiance dans leur trésor intime et dans leur richesse intérieure. Et le problème qu'il y a, c'est une crise de la confiance. Il faut absolument retrouver confiance et que les hommes ne désespèrent pas d'eux-mêmes et ne doutent pas d'eux-mêmes et de ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il y a une richesse encore inexploitée. Et il faut bien apercevoir que ce que nous vivons actuellement est un travail pour aller vers une rénovation. Nous sommes en train de rénover complètement notre mode d'être. On peut dire d'une manière un petit peu humoristique ce que les écologistes rêvaient, le coronavirus l'a fait. C'est-à-dire, il y a un moment, on entendait cette idée, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on reprenne absolument notre respiration pour essayer d'aller vers l'avenir. Je pense, comme la vie est très intelligente, la vie nous emmène là-dedans et c'est un processus qui a déjà commencé. Mais à la base, il est très important que les hommes retrouvent ce qu'on appelle la joie, c'est-à-dire la confiance à l'intérieur d'eux-mêmes et de leur trésor et qu'ils se disent qu'ils peuvent le faire. Heureusement, ce sont des messages qui sont déjà en train de nous faire vivre, sinon on se serait tous déjà suicidés collectivement. Alors Elena, justement, pour redécouvrir ce trésor intérieur, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner? Comment vous faites justement pour... Est-ce que vous vous êtes coupé, par exemple, des réseaux? Est-ce que voilà, vous vous dites, dans ce contexte actuel, pour pouvoir justement penser à mon nouveau, ce que nous sommes en train de vivre, j'ai besoin effectivement de couper le flot continuel d'informations. Là, comment, et la question aussi se pose à vous, Bertrand, hein. Est-ce que du coup, aujourd'hui, pour plonger dans notre intériorité, est-ce qu'il faut, voilà, est-ce qu'il faut quitter effectivement les outils que nous a laissé que nous a donné cette société? Oui, en tout cas, les utiliser d'une manière plus… c'est vrai qu'il y a quelque chose, je parlais de paradoxe tout au début, et l'un des grands paradoxes, c'est que aujourd'hui, ce qui nous permet de garder le lien avec les autres, c'est ces outils-là. Et ces outils que justement, d'autre part, on se rend compte qu'ils peuvent nous envahir tellement et nous conditionner tellement qui est étouffé, et c'est le mot qu'utilisait Bertrand, et voilà, tout imaginaire nouveau, toute créativité. Donc voilà, là il y a une tension, je pense, parce que c'est vrai que heureusement
que nous vivons ce confinement à l'époque actuelle avec ces moyens qui nous permettent de garder des liens avec des gens qu'on ne peut pas rencontrer physiquement. Mais voilà, c'est un petit peu cette capacité à savoir mettre des limites. En fait, je pense qu'il n'y a pas de création sans limite. Et que, voilà, c'est, je pense, une expérience à tous les niveaux, mais au niveau justement de l'utilisation des moyens techniques est très visible. C'est que justement, c'est dans la mesure de se mettre des limites qu'on crée la place du vide et justement pour que quelque chose d'inattendu, d'inconnu puisse apparaître. Et donc, je pense que de se mettre des limites, je pense, et je sais que je suis là, je le dis, et pour moi, c'est une exigence énorme parce que, voilà, je suis tentée à être du matin au soir avec l'utilisation d'Internet, à répondre à des emails, au téléphone, à des réunions Zoom, et donc, du coup, à ne pas faire justement ce temps, à ne pas mettre des limites dans cette utilisation. Donc, je pense que là, il y a quelque chose de autodiscipline, justement, à savoir se mettre des limites pour laisser cette place vide. Et puis, je dirais, Bertrand parlait tout au début de réveil, et je pense qu'il y a quelque chose qui concerne notre regard et notre manière de regarder, c'est-à-dire d'être attentif à ce qui émerge, parce qu'à mon avis, le nouveau va émerger dans le tout petit. Et donc, c'est d'être un peu à la veille voilà, de ces petites choses, comme il arrive aujourd'hui avec cette nature que on est dans l'admiration parce qu'on peut pas, on sait pas comment expliquer que voilà qu'on passe de l'hiver au printemps et que les arbres s'habillent et que les fleurs apparaissent partout. La même chose, je pense, voilà, cette capacité de se laisser surprendre, de se laisser oui, surprendre par des choses qu'on n'avait pas attendues. Et donc, du coup, avoir un regard prédisposé à être surpris. Alors Bertrand, il y a quelques années, je ne sais plus exactement combien de temps, vous avez sorti un livre qui s'appelait justement Retour à l'émerveillement. Donc j'imagine que vous rejoignez les paroles d'Elena par rapport à regarder les choses autrement. Je rejoins les paroles d'Elena, d'autant plus, excusez-moi de parler de mes propres livres, mais je devais publier un livre qui s'appelle La vulnérabilité ou la force oubliée. Ce livre paraîtra en octobre et Elena vient de dire quelque chose d'absolument essentiel, la limite. Emmanuel Kant a fait toute sa philosophie sur la limite en disant, au lieu de parler de l'absolu, il faut vivre l'absolu. Et la meilleure manière de vivre l'absolu, c'est de découvrir qu'on est limité. Et Pascal disait, plus on se sent petit, plus on voit l'immense. Je crois qu'aujourd'hui, on est ramené à notre vulnérabilité, nous découvrons que tout l'ordre économique, politique et mondial peut s'écrouler en 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et tout d'un coup, nous nous redécouvrons fragiles, et à l'intérieur de notre fragilité, nous commençons de nouveau à être intelligents, c'est arrêter de délirer. Si vous lisez La Fontaine, vous voyez que La Fontaine montre en permanence que le problème numéro 1 de l'humanité, ce sont des êtres qui ont totalement perdu le sens de leur vulnérabilité, confère le chêne et le roseau. Et ensuite, le deuxième point, le conseil, parce que ça, je le pratique, si on veut surmonter l'angoisse, il faut apprendre à vivre dans ce que les chrétiens appellent la prière continuelle, sachant que la prière réside dans ce que Simone Weil appelle l'attention absolue. Dès que nous sommes totalement concentrés, totalement attentifs, nous apercevons que l'angoisse ne peut plus rien contre nous. Nous sommes dans notre zone de confort. Vous voyez, mon amie Marie de Henzel parle souvent de sa zone de sécurité. Et à partir de cette zone de sécurité, on peut aborder avec des forces nouvelles incroyables qui ne demandent qu'à nous aider l'avenir. Donc, je suis entièrement d'accord avec Elena. Le sens des limites, le sens de la vulnérabilité, la merveilleuse expérience qui consiste à se sentir petit,
à ne pas avoir peur de se sentir petit, à découvrir que l'infini existe, comme disait William Blake, dans la paume de la main, dans les choses les plus petites, et à vivre extrêmement confiant, fort et attentif. Vous savez, un jour, j'étais dans le métro et il y a un Haïtien merveilleux qui est venu, qui a chanté, et à la fin, il a dit à tout le wagon, restez fort. Et si vous voulez, quand il a dit ça, il y a une onde qui est passée à travers tout le wagon et on sentait qu'une force était venue nous habiter. Eh bien, je crois que c'est ça qui est très important de se dire, restons forts, soyons vigilants, faisons un bon usage de notre vulnérabilité et nous verrons, l'avenir est loin d'être fini. Merci beaucoup à vous deux, Elena et Bertrand. Alors, on va bientôt se quitter. Et avant de nous quitter, je vous ai invité à nous partager un ouvrage voilà, qui vous nourrit actuellement, que vous avez ressorti de votre bibliothèque. Voilà, est-ce que vous avez trouvé quelque chose à nous proposer, à proposer à nos auditeurs? Alors, moi, justement, on a beaucoup parlé d'intériorité. Il y a un livre qu'on m'a récemment offert. C'était j'avais pas apporté beaucoup de livres ici. Et c'est, alors, je ne sais pas si vous le voyez, ça s'appelle Âme sœur, fragments de vie intérieure. C'est un livre du frère David. Frère David, c'est le père abbé du monastère de Ancalca. Et c'est un livre voilà, avec des petites réflexions. Chaque réflexion est sur 2 pages. Donc, c'est vraiment des petites flashs. Je trouve que le titre « Fragments de vie intérieure » dit exactement ce que c'est le livre. Et voilà, c'est à partir des choses tout à fait banales et de la vie courante qu'il fait une réflexion, enfin, qu'il fait place à la transcendance, je dirais. Et donc, je trouve que c'est tout à fait en écho avec un petit peu cette invitation et que je pense on partageait avec Bertrand de profiter de ce temps pour, voilà, pour laisser place à l'intériorité. Et je pense que c'est un livre qui peut aider à ça. Bertrand, avez-vous un livre à nous suggérer? Ah oui, alors en temps de crise, il faut lire et relire La Fontaine, et en particulier sur ce moment où nous réfléchissons sur notre fragilité, parce que il est l'un de ceux, avec Pascal, qui a compris toute la sagesse que l'on pouvait retirer du fait d'apprendre qu'on était petit, qu'apprendre qu'on était peu de choses. Socrate disait, la seule chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien. La seule chose que l'on sait, c'est que notre sagesse est peu de choses par rapport à l'infini et à la vie divine. Et je pense que si nous faisons cette expérience créatrice d'accepter avec humour, et c'est déjà fait, ce moment dans lequel nous vivons, alors là, nous avons de beaux jours devant nous qui nous attendent spirituellement, moralement, et avec des conséquences économiques et politiques majeures et positives. Merci beaucoup, Elena et Bertrand, d'avoir répondu positivement à mon invitation et à ce dialogue de grande qualité. Elena, une dernière question. Est-ce que vous ne regrettez pas d'être venue ce soir et d'avoir dit oui finalement? Non, non, ça m'a donné l'occasion, voilà, on le disait au début, on n'avait jamais eu l'occasion de se croiser avec Bertrand, donc du coup, je trouve que les résonances qu'on a trouvées entre nos réflexions sont très nourrissantes, et donc du coup, voilà, ça a été un beau moment d'échange et de partage, et que je pense va nourrir aussi ma réflexion intérieure. Donc merci. Bertrand, Frédéric, et merci. Bien, moi, je vous remercie pour cette émission et je veux dire à Elena qu'elle m'a mis en joie de pouvoir partager autour du vide autant de plénitude. moi je vais vous donner rendez-vous au Forum 104 quand on rouvrira. On vous invitera de nouveau pour prolonger notre débat et notre réflexion. Et je me disais en vous écoutant qu'il faudrait qu'on nous fassions signe à toutes celles et tous ceux que nous aurons invités pour nos lives, hein, pour prolonger cette réflexion dans quelques mois, voir effectivement où nous en sommes par rapport à cette crise qui risque effectivement de durer longtemps. Et je me disais que voilà, si effectivement nous devons passer par un changement profond de nos modes de pensée et non pas uniquement nos modes d'agir, eh bien c'est plus que
6 mois ou 1 an qui seront peut-être nécessaires pour y arriver. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ces 50 minutes. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, le 19 avril, pour aborder une question beaucoup plus sociale. Nous nous poserons la question de comment accompagner les plus fragiles au cœur de cette crise sanitaire et sociale. Et je serai en direct avec 2 responsables associatifs, l'association Le Rocher, qui intervient dans les cités, et l'association Abège Solidarité, qui intervient auprès des personnes de la rue et des migrants. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain, le 19 à 17 h. Elena Bertrand, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.